Et si tout ce que vous croyez sur votre identité, votre histoire et votre place dans le monde n'était qu'un échafaudage soigneusement construit, un mirage entretenu durant plus de 4 siècles? Et si la séparation entre Africains du continent et ceux de la diaspora, cette ligne de fracture qui semble aujourd'hui si naturelle, n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un plan méticuleux? Une stratégie, froide et patiente, dont le but était d'empêcher une seule chose: la naissance d'une puissance noire globale, capable de bousculer l'ordre du monde et de changer à jamais le destin de millions de personnes. Imaginez un instant. Imaginez que, depuis plus de 400 ans, une promesse invisible relie tous les descendants africains, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Une promesse soufflée dans l'angoisse, transmise dans la chaleur des foyers, murmurée entre les barreaux des cales de navires négriers, gravée dans la mémoire de ceux qui restaient, impuissants, sur la terre-mère. Cette promesse dit: nous nous retrouverons, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de la poésie, ni un simple mythe. C'est une réalité historique, dont la trace se retrouve dans chaque peuple, chaque famille, chaque lignée séparée par la force des armes et des marchés. La rupture entre l'Afrique et sa diaspora n'a jamais été un accident. Elle a été organisée, renforcée, sanctuarisée, parce que ceux qui détenaient le pouvoir savaient, dès le départ, qu'une famille dispersée est plus facile à contrôler, à diviser, à affaiblir. Tant que nous restions éloignés, l'excellence noire ne pouvait jamais devenir la norme. Elle ne pouvait être qu'une exception, une anomalie, vite contenue, vite ramenée à l'ordre. Aujourd'hui, cette promesse ancienne traverse les siècles avec une force nouvelle. Elle ne s'incarne plus dans des symboles creux ou des discours qui flattent l'ego, mais ne changent rien. Désormais, ce sont des actes concrets, une solidarité palpable, et la construction de systèmes indépendants qui posent les fondations d'une reconnexion, d'un réveil, qui inquiètent ceux dont la domination reposait sur notre division. Fermer les yeux sur cette vérité, c'est accepter de rester prisonnier d'histoires écrites par d'autres, d'imaginaires qui nous enferment dans le rôle de l'exception tolérée ou du mendiant éternel de reconnaissance. Au contraire, choisir de regarder en face cette histoire et cette chance, c'est retrouver une dignité partagée, donner du sens à sa réussite, et rejoindre un mouvement dont la portée dépasse de loin l'individu. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter le fil de plus de 4 siècles, jusqu'à la nuit où tout a basculé, jusqu'au moment où un choix décisif a été fait, lançant une séparation dont nous vivons encore les conséquences. Derrière cette rupture se dissimule une vérité longtemps cachée, tissée dans les silences de l'histoire officielle. Imaginez vos ancêtres, arrachés à leur terre, les poignets lacérés par des chaînes, traversant un océan dans l'obscurité. Imaginez la promesse, transmise à voix basse malgré la peur: nous nous retrouverons. Ce n'est pas une légende. C'est le vécu de centaines de milliers de familles africaines et afro-descendantes, brisées par une volonté froide et méthodique. Cette séparation n'a jamais été fortuite. Elle a été pensée, protégée, renforcée par des empires conscients du pouvoir qu'aurait une réunion africaine. Les gouvernements, les marchands, les intérêts étrangers, tous ont œuvré pour empêcher le retour des enfants dispersés, car ils savaient qu'ensemble, nous deviendrions inaccessibles à leur domination et à leur emprise économique. Pourtant, la mémoire a résisté, s'est transmise en sourdine, génération après génération. Dans certains villages côtiers d'Afrique de l'Ouest, lors de chaque pleine lune, les anciens allument des feux face à l'océan. Ces flammes ne sont pas de simples rituels, elles sont des balises d'espoir, dressées pour guider les enfants perdus vers les rivages de l'origine. Pendant des siècles, cette tradition a survécu, preuve d'une espérance plus forte que toutes les chaînes ou tous les décrets. Le monde occidental a tenté, à force de récits déformés, de faire croire que la coupure entre Africains et Afro-Américains, ou entre continentaux et diaspora, était une fatalité. Mais c'est une imposture. Cette fracture a servi, et sert encore, à maintenir une mainmise extérieure. Tant que nous restons divisés, nous sommes vulnérables. Divisés, nous devenons contrôlables, privés de notre héritage collectif. Pour illustrer, il suffit de regarder l'histoire d'Haïti.
Premier pays à avoir mené une révolution victorieuse d'esclaves, Haïti a été isolé, puni, diabolisé par les puissances occidentales. La France a exigé une rançon colossale, ruinant le pays pour des générations. Les voisins américains ont imposé un embargo. Cette punition collective n'a eu qu'un but: empêcher que l'exemple de solidarité et de victoire noire ne devienne contagieux. Comprendre ce schéma est crucial. Ignorer l'intention derrière la séparation, c'est perpétuer l'impuissance et l'aliénation. Refuser de voir cette manipulation, c'est accepter d'être étranger à soi-même, condamné à mendier une place dans des systèmes construits pour nous limiter. Reconnaître la vérité, c'est déjà commencer à récupérer notre dignité, notre histoire, notre puissance réelle. Mais cette lucidité n'est qu'un premier pas. Aujourd'hui, la question est simple, brûlante. Comment transformer cette prise de conscience en un mouvement concret, capable de renverser l'ordre établi depuis tant de générations? Comment passer de la mémoire à l'action, de la nostalgie à la puissance? La réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle naîtra d'une reconnexion volontaire, d'une alliance fondée sur la solidarité, l'excellence et la création de systèmes indépendants. Regardons des exemples concrets. Lorsqu'en 1994, Nelson Mandela est libéré et que l'Afrique du Sud entame sa transition démocratique, c'est grâce à une coalition de soutien venue d'Afrique, des Caraïbes, mais aussi de la diaspora américaine et européenne. Les fonds, les réseaux, les campagnes de boycott n'auraient rien pu sans cette solidarité transcontinentale. De même, en 1960, lors des indépendances africaines, ce sont souvent les intellectuels afrodescendants, comme Frantz Fanon ou W.E.B. Du Bois, qui mettent en lien les luttes du continent et celles de la diaspora. Chaque fois que la solidarité s'est incarnée, elle a fait trembler l'ordre établi. Aujourd'hui, la réussite noire construit des ponts entre deux continents. Elle provoque l'inquiétude de ceux qui, depuis des siècles, imposent leurs règles. L'alliance concrète entre Africains et Afro-Américains n'est plus une chimère. C'est l'opération Sankofa, une initiative où excellence et solidarité se conjuguent, sans justification à donner. Ingénieurs, créateurs, chercheurs venus des États-Unis, du Nigeria, de la France ou du Sénégal, travaillent ensemble pour bâtir, unis par la volonté d'échapper aux regards qui soupçonnent ou dévaluent leur potentiel. Pour la première fois, des engagements solides lient Lagos, Accra, Atlanta et Dakar. Ce sont des investissements conjoints, des laboratoires innovants, des jumelages universitaires, des terres rachetées pour des coopératives, des réseaux de start-up et des fonds afro-descendants qui rejettent la charité au profit de la puissance. Ce ne sont plus des promesses, mais des actes tangibles. Ce réveil suscite immédiatement la riposte de ceux qui voient leur contrôle menacé. Prenons un exemple précis. Dans la Silicon Valley, de jeunes entrepreneurs afro-descendants lancent une plateforme d'échange et de formation en intelligence artificielle, connectant les talents de Lagos, Johannesburg, Paris et New York. Rapidement, des obstacles surgissent, restrictions de visas, blocage de transferts bancaires, campagnes médiatiques visant à discréditer le projet. Mais face à ces attaques, la communauté s'organise, crée des fonds privés, lance des crypto-monnaies locales, contourne les banques traditionnelles et développe ses propres infrastructures numériques. Cette résilience, cette capacité à s'adapter, est la marque de la nouvelle puissance noire. Des professionnels voient leur visa annulé sans motif. Des comptes bancaires sont gelés du jour au lendemain. Les médias occidentaux agitent la peur d'une puissance noire incontrôlable. Certains chefs d'État africains, sous pression étrangère, reçoivent des avertissements clairs. Toute coopération noire internationale devient un danger à neutraliser. Les institutions se crispent, les pressions économiques se durcissent, les campagnes de désinformation ciblent ceux qui refusent l'isolement. Face à ces attaques, chaque membre de Sankofa mesure l'enjeu. Céder, c'est laisser le rêve d'une puissance partagée s'éteindre à nouveau et maintenir l'extraction et la domination dans l'ombre. Mais résister, c'est imposer l'idée que l'excellence noire n'est plus une exception tolérée, mais la norme d'un système repensé, basé sur la confiance, la solidarité et la détermination. La résistance prend corps. Dans les conseils d'administration où se prennent des décisions historiques,
dans les familles qui se reforment après des années de séparation, dans le choix d'investir chez soi plutôt que de nourrir des marchés hostiles. Chaque victoire est collective. Chaque revers rappelle la violence d'un vieux système qui refuse de s'effacer. Pour mieux comprendre ce phénomène, regardons un autre parallèle historique. Au début du XXe siècle, la Harlem Renaissance a permis une explosion culturelle et intellectuelle des Afro-Américains, inspirant des mouvements de libération à travers tout le continent africain. Des écrivains comme Langston Hughes, des penseurs comme Marcus Garvey, ont bâti des ponts invisibles mais puissants entre les deux rives de l'Atlantique. Aujourd'hui, l'opération Sankofa reprend ce flambeau avec des moyens technologiques nouveaux, mais l'esprit de résistance demeure identique. Malgré tout, une dynamique nouvelle s'installe. Sur le terrain, des résultats concrets émergent, transformant le quotidien d'individus et de communautés entières. La reconnexion n'est plus un rêve lointain, mais une force vivante et contagieuse qui ne cesse de croître jour après jour. Dans de nombreux quartiers de Lagos, Dakar ou Accra, on voit apparaître des centres d'innovation financés par des fonds afro-descendants, où des jeunes femmes comme Aïssatou, formée à Toronto, conçoivent des applications de santé pour le marché africain. Ou des entrepreneurs comme Samuel, né à Baltimore, montent des coopératives agricoles avec leurs cousins du Bénin. Ces exemples se multiplient. Chaque initiative, chaque entreprise, chaque échange culturel tisse des liens nouveaux, effaçant peu à peu les anciennes frontières. Mais ce mouvement naissant n'est pas à l'abri des coups qui se préparent dans l'ombre. Les prochains jours, les prochains mois, révéleront si la solidarité saura résister à l'escalade des menaces, si la promesse ancestrale pourra s'incarner dans la durée. Ce qui n'était qu'un geste isolé de résistance devient une révolution discrète, désormais perceptible dans chaque détail du quotidien. Aujourd'hui, ce ne sont plus quelques individus inspirés qui se reconnectent, mais tout un écosystème qui prend vie. Des entreprises innovantes, des laboratoires, des écoles et des investisseurs bâtissent des ponts solides entre l'Afrique et sa diaspora. Cette dynamique nouvelle enrichit chaque rive, générant une prospérité partagée, ouvrant la porte à des opportunités inimaginables il y a seulement quelques années. Hier encore, chaque réussite noire semblait devoir s'excuser d'exister, comme si l'excellence était un accident. Désormais, cette logique s'effrite. Progressivement, la normalité change. L'excellence noire devient naturelle, célébrée sans surenchère ni lassitude. Cette transformation silencieuse libère les ambitions, apaise les esprits fatigués d'avoir à justifier leur place. Derrière les chiffres et les succès collectifs, ce sont surtout des histoires humaines qui bouleversent. Fatima, ingénieure à Dakar, cofonde une entreprise de biotechnologie avec ses cousins de Chicago. Kofi, adolescent londonien, retourne chaque été à Abidjan pour enseigner la robotique aux enfants de son quartier d'enfance. Dans ces trajectoires, la solidarité et l'appartenance prennent cher. Elles ne sont plus des concepts abstraits, mais des forces agissantes, réparatrices. Prenons un autre exemple. En Jamaïque, le retour de descendants d'esclaves originaires du Ghana a permis la création d'écoles bilingues, où l'on enseigne le twi et l'anglais, tissant à nouveau les fils coupés de la mémoire. À Paris, des collectifs d'entrepreneurs afro-descendants investissent dans des start-up en Côte d'Ivoire, créant des ponts économiques et sociaux inédits. Ces initiatives, autrefois marginales, deviennent aujourd'hui la règle. Les anciens, dépositaires de la mémoire, voient des promesses enfin tenues. Les plus jeunes, nourris par Internet et les réseaux, comprennent qu'ils peuvent rêver grand, sans renoncer à aucune part d'eux-mêmes. Ce nouveau foyer n'est pas une simple terre ni un drapeau. C'est un espace vivant, où chaque succès individuel alimente un bien commun plus vaste que la somme des victoires personnelles. Pourtant, ignorer cette mutation serait une erreur fatale. Continuer à chercher la validation du regard extérieur, c'est s'épuiser à jouer dans une arène biaisée. Refuser de voir l'élan collectif, c'est rater une occasion unique de bâtir un monde où l'excellence noire s'impose sans condition, sans justification à produire. Alors, comment ne pas être touché par cette révolution tranquille? Que l'on vive à Paris, à Brazza, à New York ou à Accra, chaque geste qui renforce ces liens modifie le destin non seulement d'un individu,
mais d'un peuple tout entier. Mais cette révolution n'est qu'un début. La vraie question reste, jusqu'où sommes-nous prêts à porter ce mouvement, ensemble? Pour répondre, il faut regarder en arrière, mais aussi projeter l'avenir. Au temps de l'antique empire du Mali, des caravanes reliaient Tombouctou à Marrakech, échangeant or, savoir et tradition. Au XIXe siècle, l'abolition de l'esclavage dans les colonies n'a été possible que par des alliances transatlantiques, des réseaux secrets de résistance, des complicités inattendues. Aujourd'hui, la technologie permet de renouer ces liens plus vite, plus fort, plus loin. Mais le principe demeure. Seul, on est vulnérable. Ensemble, on est invincible. Alors, et si le vrai pouvoir, c'était de ne plus jamais demander la permission d'être excellent? Imaginez un monde où il n'est plus nécessaire de prouver sa légitimité, où la valeur de chacun est reconnue sans condition, où le succès ne s'excuse plus, mais inspire. Ce monde n'est pas une chimère lointaine. Il commence là où vous décidez d'arrêter d'escalader l'échelle des autres pour élever la vôtre. Revenir sur le continent n'est pas qu'une question de géographie. C'est refuser de chercher la validation selon des critères qui vous ont toujours été étrangers. C'est rompre avec le jeu imposé, dont les règles n'ont jamais été écrites pour vous. L'Afrique n'attend plus d'être sauvée. Elle s'éveille, se construit, et réclame cette excellence noire que d'autres n'accueillent qu'à regret. Ici, le talent n'est ni toléré, ni exceptionnel. Il est attendu, célébré, nécessaire. Que vous soyez entrepreneur, professionnel, éducateur, investisseur ou aîné, la proposition demeure la même. Il s'agit d'intégrer un écosystème où la réussite individuelle prend enfin tout son sens collectif, où chaque victoire personnelle élève la communauté entière, et où votre histoire s'inscrit dans une fresque bien plus vaste. Il ne s'agit plus d'être l'exception, mais de devenir la norme. Goûter à la joie paisible de l'excellence partagée, sans avoir à s'excuser d'exister. Regardez le Rwanda. Après le génocide, le pays s'est reconstruit en grande partie grâce à la diaspora, revenu avec ses savoirs, ses capitaux, ses réseaux. Les start-up technologiques, les écoles de codage, les hôpitaux ultramodernes sont souvent le fruit de collaborations entre Rwandais du pays et expatriés. Les flux d'investissement, les transferts de compétences, les jumelages universitaires sont devenus monnaie courante. Ce modèle est reproductible, partout où la volonté de se reconnecter prévaut. La grande réunion de la famille noire mondiale a déjà commencé. Elle ne s'exprime pas dans des discours abstraits, mais dans des réseaux d'affaires vivants, des écoles qui se multiplient, des idées qui circulent sans frontières, des capitaux qui restent et grandissent. Il ne s'agit plus de convaincre des regards extérieurs, mais de bâtir, pour soi et les siens, des systèmes où la dignité ne se négocie pas. Refuser cette offre, c'est accepter le poids de l'exception permanente. C'est continuer à s'épuiser pour une reconnaissance rare, au lieu de savourer la sérénité et la force d'une normalité partagée. C'est renoncer à la chance de transformer son succès personnel en un impact qui franchit les frontières et traverse les générations. La véritable question n'est donc plus « Qui va me donner ma place ?» mais plutôt « Suis-je prêt à la prendre là où elle existe déjà, là où elle m'attend depuis des siècles ?» Avant de conclure, il reste une dernière interrogation. Ferez-vous partie de ceux qui franchissent enfin cette porte? Vous avez maintenant entre les mains un choix qui engage bien plus que votre parcours personnel. Ce choix influence l'avenir de toute une génération. Vous ne devez rien à personne. Votre histoire, votre place, votre avenir sont déjà scellés depuis bien plus de 400 ans. Des siècles de séparation n'ont jamais pu masquer l'essentiel. Vous n'êtes ni une anomalie, ni un invité toléré dans un monde construit sans vous. Ce que vos ancêtres ont planté, ce que vous portez, c'est une promesse qui ne demande plus la permission d'éclore. La seule chose à perdre, c'est la place qui vous attend depuis 4 siècles. Une place que nul ne peut vous retirer, sauf si vous choisissez d'en détourner les yeux. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une faveur, ni un cadeau. C'est la réparation d'un pacte silencieux, celui qui unit chaque membre de cette grande famille dispersée, mais jamais brisée. Rejoindre ce mouvement,
c'est admettre que l'excellence noire n'a jamais été un miracle isolé, mais bien une norme effacée par l'histoire officielle. Vous n'avez plus à demander la permission d'exister pleinement, ni à justifier vos ambitions. L'heure n'est plus à la course épuisante pour prouver votre valeur à un monde qui regarde ailleurs. Votre place ne se négocie pas. Elle s'affirme, ici, maintenant, par l'alliance de nos destins éparpillés. Ce qu'on attend de vous n'est pas un sacrifice, c'est une présence. La volonté de transformer la réussite individuelle en héritage collectif, en puissance partagée. L'histoire n'honore pas ceux qui se contentent de survivre, mais ceux qui reconstruisent, ensemble, ce qui leur a été arraché. Il serait tragique de gaspiller une vie à chercher ailleurs une légitimité que des siècles de résistance et d'ingéniosité ont déjà gravée en vous. Votre impact dépasse votre trajectoire personnelle. Il ouvre la voie à une génération qui n'a plus peur de réclamer ce qui lui revient. La boucle se ferme, non dans la nostalgie d'un passé perdu, mais dans le courage d'un avenir où l'appartenance n'est plus à négocier. Ici, le pouvoir change de main. La dignité se partage. Le monde découvre que la normalité africaine et afrodescendante, c'est l'excellence, la solidarité, l'innovation. La question n'est plus de savoir si vous êtes invité. La vraie question c'est, oserez-vous enfin prendre la place qui vous attend depuis toujours? Pour finir, prenez un moment pour visualiser ce que cela signifie concrètement. Imaginez une université à Accra, où des professeurs venus de Londres, Kingston et Abidjan enseignent côte à côte. Visualisez des enfants sénégalais apprenant le codage en anglais, en wolof et en créole haïtien, dans des classes où chaque culture est un atout, non un handicap. Voyez des marchés de Nairobi où l'on vend des innovations conçues à Détroit, où les profits reviennent directement dans les communautés noires, sans passer par des multinationales étrangères. Pensez à la création d'un fonds panafricain de développement, alimenté par les cotisations de la diaspora. Un fonds qui finance des cliniques, des écoles, des laboratoires, loin des conditions imposées par la Banque mondiale. Imaginez des festivals d'art réunissant des musiciens de Lagos, des chorégraphes de Paris, des sculpteurs de la Barbade et des écrivains du Cap-Vert. Imaginez la puissance symbolique d'une monnaie commune, d'un passeport africain, d'un réseau d'universités et d'incubateurs ouverts à tous les enfants de la diaspora. Ce n'est pas une utopie. Ce sont des projets en cours, portés par des femmes et des hommes décidés à ne plus attendre la permission d'exister. Des projets qui reposent sur des principes simples, la solidarité, la confiance, l'ambition partagée. Chacun a un rôle à jouer. Vous pouvez soutenir un entrepreneur local, investir dans une start-up innovante, parrainer un enfant, participer à une campagne de financement, tisser des liens professionnels, transmettre des compétences, raconter votre histoire, célébrer vos racines. Chaque pas compte. Chaque geste rapproche la promesse de sa réalisation. Souvenez-vous, ce qui a été brisé par des siècles de calcul peut être reconstruit par des années de courage. Ce qui a été volé peut être réinventé. Ce qui a été nié peut être affirmé, ici, maintenant. Alors, la seule vraie question c'est, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour honorer la promesse murmurée il y a plus de 400 ans? Le choix vous appartient. Et ce choix, fait aujourd'hui, changera l'histoire.